Bonjour à tous. Alors, une vidéo concernant le travail que vous aviez à faire en EMC. Tat, tat, tat. Attendez. Donc, activité 1 et 2 sur principe, valeurs et symboles républicains. Alors, activité 1, activité 2. Je pense que je vais associer les deux corrections, les deux bilans ensemble. Enfin, ça va être une correction, pas à proprement à parler une correction, mais plutôt un bilan général et surtout revenir sur certains petits points précis, puisque la correction en elle-même risque d'être un petit peu euh, rébarbatif, ça risque d'être un petit peu long pour vous. Vous retrouverez bien sûr, comme d'habitude, les corrections de ces deux activités, donc sous forme ici numérique. Donc la version 1, comme d'habitude, vous sera déposée, et la version 2. Voilà. Donc je vais juste revenir sur quelques points saillants de ces séquences sur les symboles, les valeurs de la République. Alors que je retrouve moi-même. Voilà, donc c'est bon. Alors, première chose, vous aviez. Alors quand je regarde le plan de cours, donc vous avez une première séquence, je vous mettrai tout ça bien sûr comme d'habitude sur mon website. Donc première séquence sur les valeurs, les principes et les symboles, et différencier un petit peu valeurs et principes. Donc on vous demandait, alors tout d'abord les symboles républicains, il y a des symboles que vous connaissez très bien, des symboles qui sont officiels et d'autres qui sont officieux, qui ne sont pas reconnus officiellement. Donc par exemple le symbole que vous connaissez, c'est ce notamment qu'on retrouve comme symbole sportif sur les maillots des joueurs, je sais pas moi, de l'équipe, des équipes de France qui vont au JO par exemple, c'est le coq. Le coq est un symbole français, mais ce n'est pas un symbole officiel de la République. C'est lié à un jeu de mots que vous connaissez sans doute, tic, 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 qui est le symbole Gallus. Alors je vais agrandir un peu, tac tac, je vais mettre 20, hop voilà, sans régulier, on s'en fiche. Donc ça vient du latin gallus. Gallus qui veut dire en fait deux choses en latin, qui veut dire à la fois Gaule, mais qui veut dire aussi coq. C'est Jules César, hein, en quelque sorte, qui est à l'origine de ce jeu de mots dans sa guerre des Gaules, le livre qu'il a écrit suite à sa campagne militaire, à ses campagnes militaires en Gaule dans les années 50 avant Jésus-Christ. Donc il a évoqué ça et c'est resté en fait gaulois et coq. Voilà. Donc c'est un signe qu'on retrouve d'ailleurs sur certains éléments d'architecture du Palais de l'Élysée, notamment de mémoire sur un des portails d'entrée du Palais de l'Élysée, mais ça n'est pas un symbole républicain officiel. Les symboles républicains officiels, vous les connaissez donc. J'ai perdu mon document. Décidément, ce matin, rien ne va plus. Alors il est où? Tac, non, c'est pas celui-là. Le voici. Voilà. Donc vous aviez comme symbole le drapeau tricolore, bien sûr, bleu, blanc, rouge. Un mot rapide, hein, le rappel de la coque, ça vient de la cocarde tricolore qui a été portée notamment au tout début de la Révolution, à partir des années 1790, notamment par le roi de France. Il l'a porté pour se réconcilier avec les Français, puisque ça portait plutôt mal les relations entre les rois et les Français. Et donc cette cocarde tricolore, elle reprend, et donc derrière le drapeau tricolore, reprend l'association des trois couleurs, le blanc qui est la couleur royale à l'époque, et le bleu et le rouge qui est la couleur de Paris. Je vous rappelle que la Révolution française, à l'origine, c'est une révolution parisienne. Donc voilà. L'hymne national, même chose, c'est un hymne qui est né pendant la Révolution, la Marseillaise, hein, le chant des soldats du Rhin, de Rouget de Lille, donc qui a été entonné par
donc des soldats marseillais qui se dirigeaient en direction du Rhin pour combattre dans les années 1792 les coalisés qui étaient face aux Français. Je vous renvoie au cours de quatrième. Marianne. Pourquoi Marianne? Eh bien, pour la raison très simple que Marianne va symboliser. Voilà. On va donner à Marianne ici. Marianne. Donc, Marianne qui est le symbole républicain par excellence. Cette femme qui est en fait l'allégorie de la France combattante et qui se libère de ses chaînes. Donc pourquoi Marianne? Oui, j'ai écrit Marianne. Marie et Anne étaient les deux prénoms les plus répandus. Il me semble que vous en avez déjà parlé de ça, peut-être en quatrième. Les deux prénoms les plus répandus à l'époque de la Révolution. Marie étant la mère du Christ et Anne la mère de la mère du Christ, donc c'est-à-dire la grand-mère du Christ. Voilà. La fête nationale, donc le 14 juillet, qui est à la fois la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, mais qui est aussi la fête de la Fédération, le 14 juillet 1790, qui célèbre en fait une réconciliation entre les révolutionnaires et les Français, exactement un an après la prise de la Bastille. Et donc tous ces symboles prendront deviendront des symboles républicains officiels au cours de la Troisième République. Je vous rappelle que la Troisième République, elle débute en 1870. Voilà, le sceau de la République, le faisceau de licteurs. Ah oui, alors, les faisceaux de licteurs, il faut que je retrouve ça. Voici, donc on retrouve ici ces faisceaux de licteurs. Les faisceaux de licteurs, je vais y arriver. Les faisceaux de licteurs, donc ici vous avez une représentation d'un licteur. Les licteurs, c'était ces personnages que l'on retrouve à côté des consuls romains. Dans l'Antiquité, dans la République romaine, les consuls qui étaient ces magistrats, donc qui étaient au nombre de 2, qui étaient élus tous les ans et qui étaient chargés de l'armée en fait, de la direction de l'armée. C'était dans la carrière des honneurs, je vous renvoie au cours de 6e, c'était la magistrature suprême et ils étaient entourés quand ils se déplaçaient publiquement et officiellement de ces licteurs, donc de ces personnages qui tiennent donc ces faisceaux. Donc c'est en fait une hache ici qui est entourée de baguettes de bois qui étaient du bouleau, je crois, ou de l'orme. Et tant que cette hache était insérée, enfermée dans ces baguettes, à l'intérieur de ces baguettes de bois, eh bien c'était la paix. Par contre, dès qu'on sortait la hache, c'était la guerre, c'était ce pouvoir de commandement et ce pouvoir militaire dont disposait le consul. Donc ça fait partie aussi des symboles de notre République. Je vous remontre voilà à quoi ça ressemble. Voilà, ici on retrouve bien cette hache dans les faisceaux. Ça donnera plus tard. Ça c'est pour votre culture générale, je le remets ici. Ça donnera plus tard faisceau, donc faisceau de licteurs. Ça donnera le mot que vous connaissez bien, le mot fascisme. Voilà, le mot fascisme vient des faisceaux. Voilà. Alors, continuons notre petit tour d'horizon de l'activité. On vous demandait ensuite donc les définitions de constitution. Alors, voilà, constitution. Donc la constitution, ça n'est pas une nouveauté pour vous. Je vous rappelle que la constitution, c'est donc un ensemble de lois, un ensemble de règles officielles, juridiques, qui définissent le fonctionnement d'un pays, d'un État, son gouvernement, etc., etc. Donc c'est dans la Constitution qu'on sait que la France est une république, elle ne peut pas être une monarchie, c'est marqué dans la Constitution. Le président, on sait, il est élu pour 5 ans, c'est marqué dans la Constitution. Je m'exprime en français parce que c'est la langue officielle. En tant que fonctionnaire enseignant, je suis chargé de vous enseigner l'histoire en français. Je n'ai pas le choix, si je voulais changer de langue, eh bien, je ne pourrais pas. C'est inscrit dans la Constitution, etc., etc. Donc on retrouve ces règles fondamentales qui permettent d'expliquer comment fonctionne politiquement notre gouvernement, notre État. Évidemment, on ne trouve pas des lois aussi secondaires que, je ne sais pas moi, il est interdit de brûler un feu rouge ou je sais pas moi, attaquer une banque à main armée, c'est interdit. Ça relève d'autres codes de loi, mais ce ne sont pas des lois fondamentales
constitutifs d'un État. Donc la définition était ensemble de lois fixant les règles du fonctionnement du pouvoir au sein d'un État. Donc chaque démocratie a une constitution. Si vous êtes dans un pays qui n'a pas de constitution, ça sent pas bon, ça sent la dictature. N'oubliez pas, par exemple, qu'Hitler, la première chose qu'il a fait quand il s'est fait voter plein pouvoir, c'était de décortiquer, de mettre à la corbeille la constitution allemande, de la République de Weimar à l'époque. Une démocratie représentative, c'est une démocratie où le peuple vote et se choisit ses représentants. Alors, je continue. Oui, alors notre pays, notre État est une république. Il existe différents types de régimes politiques. Par exemple, nos voisins britanniques ont choisi historiquement la monarchie parlementaire. Donc ça veut dire qu'ils ont un chef d'État qui est un roi, qui est roi ou reine par la naissance, par l'hérédité. Mais que l'essentiel du pouvoir est entre les mains de la représentation nationale, c'est-à-dire des députés de la Chambre des communes, en ce qui concerne l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni. Nous avons fait un autre choix. Nous sommes dans une république, c'est-à-dire que le chef de l'État est élu par le peuple, tout comme bien sûr la représentation nationale, c'est-à-dire les députés de l'Assemblée nationale. Voilà, c'est un choix. La république, c'est donc un régime politique où le chef d'État est est élu par le peuple. Directement ou indirectement d'ailleurs. Aujourd'hui, il est élu directement dans notre 5e République par le peuple. On vote tous les 5 ans. 2017, la prochaine fois ce sera 2022, pour notre président. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Au cours de la 4e République ou de la 3e République par exemple, vous l'avez vu en 4e, le président a été élu par les représentants du peuple, c'est-à-dire par les députés et les sénateurs. Alors, principe. Maintenant, parlons de ça. Je vais prendre du rouge pour ça. Voilà, principes et valeurs. Voilà. Alors, quels sont les principes, quelles sont les valeurs de notre République? Alors, les principes. D'abord, différence entre principes et valeurs. Donc, différence entre principes et valeurs. Je mettrai dans le montage en incrusté chacune des deux définitions. Je m'appuierai sur larousse.fr par exemple. Un principe, c'est ce qui est à la base de tout. D'accord? C'est vraiment le point de départ. Donc les 4 principes, donc en gros, c'est c'est la fondation de notre République. Donc dans les principes, vous avez République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Un mot là-dessus. Une République indivisible, ça veut dire qu'elle est la même partout. On ne peut pas avoir un fonctionnement républicain un fonctionnement tel, je ne sais pas moi, du côté du Pays Basque, et un fonctionnement différent en Bretagne ou dans le département de la Vienne. La loi est la même partout, la loi est la même partout, tout fonctionne ainsi de manière équivalente. Je vais vous donner un exemple très concret. Il y a quelques années, à l'époque, donc on est dans les années 1900... Attendez que je ne dise pas de bêtises, dans les années 1998-99, de mémoire, c'est le gouvernement de Lionel Jospin, et ce gouvernement-là avait voulu faire évoluer la loi et la constitution, enfin la loi surtout, pas la constitution, mais la loi concernant la langue corse, c'est-à-dire que les Corses revendiquaient, les indépendantistes et autonomistes corses revendiquaient la possibilité de faire apprendre aux enfants de Corse à l'école primaire, en première langue, la langue corse. Bon. Donc le gouvernement Jospin s'était penché sur la question et au final avait essayé de légiférer sur la question, d'en faire une loi, et au final cette loi a été retoquée. C'est-à-dire qu'il y a un organisme institutionnel dans notre République qui s'appelle le Conseil constitutionnel, et ce Conseil constitutionnel qui est composé de 9 sages, 9 personnes éminentes, ils sont là pour veiller à ce que les lois qui sont votées à l'Assemblée nationale soient valables, soient constitutionnelles en fait, respectent bien les fondements de la Constitution. Or, cette loi a été retoquée par le Conseil constitutionnel puisqu'elle disait que cette loi proposait que les jeunes Corses puissent apprendre en première langue la langue corse. Eh bien, c'est illégal, c'est anticonstitutionnel puisque la première langue, la seule et unique langue que doivent apprendre tous les jeunes Français, la langue maternelle, donc c'est la langue française. Voilà un exemple typique de l'indivisibilité
indivisibilité, ici, de la langue française. Donc, elle est de la République française, pardon. Elle est laïque. Bon, ça, je ne reviens pas trop dessus. Vous connaissez, on en a parlé plusieurs fois, en quatrième, en troisième. La laïcité, hein, c'est-à-dire qu'on ne privilégie aucune religion. Toutes les religions sont tolérées, mais on n'en privilégie aucune. Elle est démocratique, c'est-à-dire que le pouvoir appartient au peuple par le droit de vote, rien de compliqué. Et elle est sociale, c'est-à-dire qu'elle est d'une très grande générosité. C'est d'actualité, hein, avec le coronavirus, puisque vous savez très bien que l'État va prendre en charge une très très grande partie des dommages collatéraux, des dommages économiques et financiers liés au confinement que nous vivons actuellement. Et donc social, c'est que la République est généreuse et qu'elle aide tous les Français, du plus riche au plus humble. Donc il n'y a pas de distinction sociale là-dessus en ce qui concerne la santé, la vieillesse, le travail, etc., etc. Donc ça se traduit par la sécurité sociale que vous avez déjà abordée en 1945. Voilà, la sécurité sociale. Donc elle est sociale. Donc ça, ce sont les 4 principes de base, vraiment le b.a.-ba, la recette de base de notre 5e République. Alors vous avez les 3 valeurs de la République française. Donc ces 3 valeurs, les valeurs, c'est des choses auxquelles on est attaché, auxquelles on croit, et notre République ne pourrait pas fonctionner sans ces 3 idées-là. Donc les valeurs, c'est donc la liberté, l'égalité et la fraternité. Donc liberté, égalité, on retrouve ça dès l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du mois d'août 1789. Liberté, égalité, bon, liberté, toutes les libertés qui s'imposent. L'égalité entre tous, ça rejoint un peu la République sociale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction. Pas de distinction de couleur de peau, de distinction sociale, de distinction religieuse, etc., etc. Et la fraternité, là aussi ça rejoint le côté social de notre République, c'est-à-dire que ça doit être, nous devons tous nous entraider, nous sommes un tout, nous sommes un corps, nous formons une nation, la nation française, intégrée dans la République, et donc nous devons tous faire preuve de fraternité. Ce sont des valeurs qui ne sont pas nouvelles, hein. Ces valeurs sont très anciennes puisqu'elles remontent à la toute première République française, celle de la Révolution française. Voilà, alors ensuite, sur quoi je voudrais insister? Alors la laïcité, un mot rapide puisque c'est quand même une notion que vous connaissez bien, vous l'avez abordée à plusieurs occasions dans votre cursus au collège. Donc je rappelle que la laïcité, l'idée c'est d'accepter toutes les religions avec l'idée sous-jacente que ces religions doivent relever du cadre privé et ne doivent pas s'impliquer dans la vie publique. Pendant très longtemps, jusqu'au début du XXe siècle, la religion était omniprésente en politique. Elle était insérée dans la société, dans les gouvernements, dans ceux qui votaient les lois, et ça depuis des siècles et des siècles. Et à partir de la loi de 1905, donc loi très importante à retenir, la loi de séparation de l'Église et de l'État, 1905, et bien désormais chacun est à sa place. Pour reprendre une formule de l'époque, l'instituteur dans son école, le maire dans sa mairie et le prêtre dans son église. Voilà en gros, hein, pour résumer simplement la laïcité. Donc oui, toutes les religions sont tolérées, sont autorisées, à condition qu'elles relèvent de la vie privée, qu'elles ne se mêlent pas plus, qu'elles ne puissent plus exercer d'influence sur notre République et sur la politique. Donc ça explique pourquoi, dans certains lieux considérés comme sacrés, c'est dans le sens où ils ne doivent pas faire l'objet d'une influence philosophique extérieure. Je pense par exemple aux écoles, aux collèges, aux lycées, aux écoles primaires. Eh bien, dans ces lieux-là, la religion est interdite. D'accord ? Elle n'est pas tolérée parce qu'elle n'est pas là pour influencer les esprits. Voilà. La religion, ça relève d'un choix personnel, mais en aucun cas, la religion doit venir faire ce qu'on appelle du prosélytisme, c'est-à-dire exercer une forme d'influence sur les esprits, et notamment les esprits des plus jeunes. Alors, revenons un petit peu sur l'histoire de la laïcité, puisque vous aviez plusieurs vidéos là-dessus. Donc, c'est une idée, la laïcité, qui apparaît très clairement à partir de la Troisième République, très très tôt.
Et les premières expériences légales de laïcité, de mise en place de laïcité, ça s'est fait justement à l'école, avec les lois Ferry. Donc les lois Ferry, je n'ai pas besoin de l'écrire, F-E-2-R-Y, les lois Ferry qui sont les lois qui justement excluent toute forme de religion et d'influence religieuse de l'école. Hein. Il y a une exclusion là-dessus. On est en 1881. Ensuite, en 1905, on généralise cette laïcité à l'ensemble des corps de la République. Dans la politique, dans les espaces d'administration, etc. C'est ce qu'on appelle donc la loi de séparation de l'Église et de l'État. Et puis la dernière étape, c'est l'étape de 2004. C'est très récent, hein, la loi que vous avez ici, un extrait, la loi du 15 mars 2004, qui dit, je vais le surligner ici et le relire, dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Alors pourquoi a-t-on attendu si longtemps, depuis 1881, donc depuis plus de 100 ans, pourquoi a-t-on attendu de refaire une loi sur la laïcité à l'école? Bien parce que la société, depuis 1881, a évolué. La question des signes religieux ne se posait pas vraiment. Pourquoi? Parce que au départ, sous la Troisième République, eh bien, la religion la plus prégnante, la plus présente, la plus influente, la plus pratiquée aussi, c'était la religion chrétienne et notamment la religion catholique. Et dans le christianisme et notamment le catholicisme, la pratique, enfin l'usage de signes religieux n'est pas quelque chose de prononcé, à part des petites croix en bijoux, etc. Il n'y a pas de signes très très visibles, de signes ostensibles, c'est-à-dire de signes qui mettent en avant sa religion. Mais après la Seconde Guerre mondiale et le début d'une amorce de mixité sociale avec les différentes vagues migratoires, etc., notamment après les mouvements de décolonisation des années 1960, eh bien, on a une transformation de la société, un recul du christianisme et du catholicisme et des pratiquants, et l'arrivée de populations, notamment d'origine nord-africaine, qui pratiquent l'islam. Et l'islam est une religion qui, elle, a un usage beaucoup plus prononcé des signes religieux, foulard islamique, etc. Et donc cette question s'est posée progressivement, alors qu'elle ne se posait pas avant, sur ces signes qui étaient de plus en plus visibles et présents dans les cours des collèges, des lycées ou des écoles. Et donc en 2004, en 1989, vous aviez ici une vidéo. En 1989, la question a été clairement posée sur la table par un principal de collège qui était ému de voir ces signes trop visibles et qui mettait en avant les signes d'appartenance à une religion. Et on s'est rendu compte en 1989 qu'il y avait donc un vide juridique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de loi là-dessus, sur les signes. Et il a fallu attendre longtemps, parce que ça a été un débat, il a fallu attendre quand même plus d'une dizaine d'années avant qu'on vote cette loi donc, de 2004, du 15 mars 2004, où maintenant c'est très clair, les signes religieux ostensibles sont interdits, c'est-à-dire les signes religieux visibles, trop visibles, qui mettent vraiment en avant son appartenance religieuse, sont définitivement interdits. Et a priori, la question maintenant de la laïcité est un sujet qui est sur un plan juridique, qui est définitivement cadré et clos. Voilà. N'hésitez pas à revenir lors de la prochaine visio sur ces questions si vous les trouvez un peu complexes. Voilà, donc là j'ai dit tout un tas de choses sur l'évolution des signes, c'est très bien. Alors la charte de la laïcité, un mot là-dessus, la charte de la laïcité c'est un document, la charte de laïcité qui a été développé il y a quelques années par le ministère de l'Éducation nationale parce qu'on s'est rendu compte quand même que la laïcité est une spécificité française à laquelle nous sommes très attachés, qu'il faut défendre et qu'il y a certains établissements scolaires où la question religieuse est toujours sous-jacente parce qu'on a des établissements de banlieue où on a un début de communautarisme, où on a des communautés religieuses qui essayent parfois de mettre un peu le pied dans l'entrebâillement de la porte des établissements, c'est une image bien sûr, et donc la charte de laïcité est là pour rappeler ce qu'est la laïcité, d'abord qu'elle n'est pas l'ennemi de la religion, la laïcité, c'est pas du tout le cas,
mais qu'elle est surtout là, avant tout là, pour protéger la construction intellectuelle des élèves. Hein. Les élèves doivent se construire intellectuellement sans être influencés par l'extérieur, par des philosophies. On parle de la laïcité avec la religion, mais c'est d'ailleurs valable pour la politique. Hein. La politique fait partie, entre dans le cadre de la laïcité, elle est interdite, elle n'est pas là. On n'est pas là pour vous influencer. On est là pour vous donner des outils de pensée, pour vous construire dans votre future vie de citoyen, de vous construire intellectuellement. Et en aucun cas, on doit vous influencer. Vous construisez par vous-même. On vous donne l'outillage, à vous, avec ces outils, de vous construire. Voilà. Donc la charte de la laïcité est là pour rappeler cela. D'accord ? Les règles fondamentales de la laïcité, rappeler que la religion n'est pas l'ennemi de la République, mais qu'elle doit rester à sa place, c'est-à-dire rester dans le cadre de la vie privée. Voilà, ben j'ai fini. J'ai fini pour ce premier bilan sur l'activité 1. Donc j'arrête là. Je pense avoir fait le tour. On attaque ensuite avec l'activité 2. A plus tard. À tout à l'heure. Bonjour, bonjour. Petite activité, séquence 2, activité 2, très courte puisqu'il n'y a pas énormément de choses à comprendre. Mais revenir sur quelques points. Qu'est-ce qu'être citoyen français? Quels sont les droits et les devoirs d'un citoyen français? Et parler aussi de la double citoyenneté, c'est-à-dire citoyenneté française et citoyenneté européenne. Puisque vous avez, sans le savoir, deux nationalités. Je vais y revenir. Alors, on y va. Comme d'habitude, la correction. Je vais faire comme pour l'activité précédente. Je vais reprendre rapidement les points saillants de cette activité sans être trop rébarbatif. Hein, je ne vais pas reprendre les questions les unes après les autres. C'est pas forcément l'idéal à regarder, à écouter pour vous. Je vais commencer par eh bien la citoyenneté, l'acquisition de la citoyenneté. Comment devient-on français? C'est une question que vous ne vous êtes sans doute jamais véritablement posée, mais comment êtes-vous devenu français? Puisque j'imagine que quasiment tous, si ce n'est tout le monde dans la classe, dans votre classe, est français. Pour l'écrasante majorité d'entre vous, vous êtes français pour deux raisons. Grâce à deux droits que vous avez, deux droits qui vous ont permis donc de devenir automatiquement français. Le premier, dès la naissance. Vous êtes français grâce, je vais prendre cette couleur-là, grâce au droit du sang. Voilà, le droit du sang. Alors, le droit du sang, ça définit l'idée selon laquelle vos parents, l'un de vos parents au moins, vous a transmis génétiquement sa nationalité. D'accord? Vous êtes le fils d'eux, donc vous êtes français. Vous êtes le fils d'un français, donc vous êtes français. D'accord? C'est ce qu'on appelle le droit du sang. Mais vous êtes aussi, sans doute, et très probablement, français aussi parce que vous êtes né sur le sol français. C'est ce qu'on appelle le droit du sol. Ceci étant, le droit du sol n'a pas les mêmes avantages que le droit du sang. Le droit du sang, c'est automatique dès votre naissance. Vous êtes français parce que l'un de vos parents est français. Mais le droit du sol, il faut être patient. Pour les enfants qui naissent en France, de parents non français, ils peuvent donc devenir français s'ils sont nés sur le sol français, mais sous condition. Ils ne pourront pas devenir français à la naissance s'ils sont seulement nés sur le sol français. Alors c'est un petit peu compliqué ce que je vais vous raconter et c'est même peut-être un petit peu étonnant. Ça l'est d'ailleurs. On ne peut pas devenir français si on est né sur le sol français et qu'on n'a pas de parents français, hein, donc si on ne profite pas du droit du sang, on ne peut pas devenir français avant l'âge de
11 ans. Pas 11 ans, pardon. 13 ans. 13 ans. 13 ans. Donc c'est-à-dire qu'entre 0 et 13 ans, vous n'êtes pas français. Vous profitez de la qualité citoyenne de vos parents. Admettons que vos parents sont, je sais pas moi, italiens. Voilà. Donc, parce que le droit du sang, ça fonctionne partout, hein, dans n'importe quel pays. Donc vos parents sont italiens. Donc là, c'est clair, vous êtes automatiquement italien, mais vos parents sont italiens, mais ils vivent en France. Ça fait très longtemps, ils travaillent en France, et donc vous êtes né sur le sol, sur les territoires français. Donc vous êtes certes italien, mais vous n'êtes pas français. Il va falloir attendre l'âge de 13 ans, au minimum, avant de devenir français. Donc comment ça se passe? Eh bien, il faut que vos parents fassent une démarche administrative pour vous déclarer comme français. Et à la condition que vous viviez toujours sur le sol français. C'est très bien dit dans les textes que vous aviez. Si vous êtes parti depuis l'âge de 8 ans et que vous n'êtes jamais revenu en France, vous ne pourrez pas profiter de ce droit-là. Mais nous, on va simplifier. Vous êtes né sur le sol français. Vos parents sont italiens. Vous n'avez jamais quitté la France. Hein, vous vivez de manière... votre résidence est permanente en France. Donc, vous pouvez devenir français à partir de 13 ans si vos parents font une démarche administrative. À partir de 16 ans, si c'est vous qui faites votre propre démarche, sachant que vos parents n'ont pas fait la démarche avant, et ça devient automatique à 18 ans, donc à votre majorité, à 18 ans, vous êtes automatiquement français, si vous êtes né de parents étrangers sur le sol français, que vous n'avez jamais, que vous vivez toujours en France. Voilà. Alors, ce qui peut paraître curieux, c'est que entre 0-13 ans, ou entre 0-16 ans, ou 0-18 ans, si vous n'avez fait aucune démarche avant, eh bien, vous êtes d'une citoyenneté qui n'est pas la citoyenneté française. Ce qui pose des problèmes dans certains quartiers difficiles de villes françaises, où on a ces jeunes qui manquent de repères et qui ne risquent pas d'en trouver davantage, tout en sachant qu'on ne les considère pas forcément comme français avant l'âge de 13, 16 ou 18 ans. Voilà. Et c'est vrai que c'est très paradoxal comme loi. La loi sur la citoyenneté est une loi qui est un éternel débat et même combat politique entre les partis plutôt à gauche qui sont pour le droit de sol intégral et les partis de droite qui sont plutôt contre le droit du sol. Le droit du sol intégral, c'est-à-dire qu'en gros, vous êtes né sur le sol français, vous êtes français, point à la ligne. Alors que les partis plutôt à droite, eux, sont plutôt dans l'idée que c'est plutôt le droit du sang qui doit privilégier et le droit du sol vraiment sous certaines conditions très observées et conditions assez restrictives. Voilà. Donc, on peut devenir français par le droit du sang, c'est votre cas. Par le droit du sol, c'est aussi votre cas, mais il faut être patient. Pour ce seul droit-là, c'est 13, 16 ou 18 ans si vous ne faites aucune démarche. Il existe deux autres moyens pour devenir français, la naturalisation et le mariage. Alors le mariage, vous êtes étranger, c'est-à-dire que vous n'avez pas la nationalité française, hein, vous avez une autre nationalité, vous vivez en France depuis, disons, plusieurs années, vous y sentez bien, vous y travaillez, vous payez vos impôts, vous sentez même désormais à part entière français. Vous souhaitez donc devenir français, acquérir cette citoyenneté et appartenir à la nation française. Donc vous avez le mariage. Donc le mariage, c'est une possibilité. Vous vous mariez avec une nationale française, donc une femme de nationalité française, ou si vous êtes une femme, un homme de nationalité française, vous pouvez aussi vous marier avec une femme si vous êtes une femme, ou un homme si vous êtes un homme, vous savez, hein, le mariage homosexuel fait partie de notre législation. Mais vous ne pourrez pas devenir français dès l'acte de mariage prononcé. Vous pourrez devenir français après une période de vie maritale de 4 ans. Alors pourquoi une période aussi longue? Cette période a été rallongée depuis quelques années. Au départ, c'était 1 an, et puis 2 ans de vie maritale, et aujourd'hui 4 ans. Disons qu'il y avait ce qu'on appelait des mariages blancs. Des mariages blancs, c'est-à-dire des mariages arrangés entre quelqu'un de nationalité française et quelqu'un d'une autre nationalité. Et ces mariages arrangés, évidemment, ne correspondent pas aux critères d'acquisition de la nationalité. Ça n'est pas honnête. Le deuxième moyen d'obtenir la nationalité française, si vous êtes étranger,
est né à l'étranger. C'est la naturalisation. Donc vous aviez une définition, je crois, de naturalisation. Il me semble que vous aviez la définition. Oui, vous aviez la définition ici. Voilà. Ou en tout cas, travailler dessus. La naturalisation, c'est simple, c'est une procédure administrative, une démarche administrative qui est parfois longue, qui est parfois très longue, qui consiste à faire une demande officielle d'acquisition de la nationalité française. Ces démarches de naturalisation existent dans tous les pays du monde. Par contre, le code de nationalité est plus ou moins ric-rac, plus ou moins sévère, plus ou moins restrictif en fonction des pays. Si vous allez dans des pays comme l'Australie ou le Canada, par exemple, ou les États-Unis même d'ailleurs, obtenir la naturalisation est un véritable parcours du combattant. C'est très très difficile, voire quasiment impossible. En France, c'est un parcours classique où on observe, on analyse, on vérifie votre attachement, votre volonté, votre honnêteté, est-ce que vous payez bien vos impôts, etc., etc. Enfin, il y a toute une démarche de l'administration qui vérifie que vous êtes apte à remplir tous les critères d'acquisition de la nationalité française. C'est la naturalisation. Donc on reprend 4 moyens d'obtenir la nationalité française: le droit du sang, le droit du sol, le mariage et la naturalisation. Alors, deuxième point dans ce bilan vidéo, quels sont les droits? Les droits et les devoirs, puisque acquérir la nationalité d'un pays, en l'occurrence la France, c'est avoir des droits, mais c'est aussi avoir des devoirs. Alors, on ne va pas tous les cataloguer, disons qu'il faut retenir l'essentiel. Parmi les droits, bien sûr, le premier des droits, le droit de la souveraineté nationale dans une république comme la nôtre, c'est le droit de vote. Voter, c'est un droit élémentaire de tous nationaux français. Le droit aussi d'être éligible, c'est-à-dire qu'on peut se présenter à des élections présidentielles, quelles qu'elles soient. Dans les droits, donc là je reprends ici, vous avez également, à côté de ces droits, vous avez des devoirs. Donc parmi ces devoirs, le devoir du respect de la loi, bien sûr, le devoir d'assurer la défense de la France en cas de menace, même si ça reste maintenant très hypothétique. On est loin de l'armée de conscription que vous avez connue à travers la Première ou la Seconde Guerre mondiale, où on demandait à des millions de jeunes Français de porter les armes et l'uniforme pour défendre la patrie en danger. Tout ça, c'est terminé, puisque nous disposons d'une armée de métier et que le type d'invasion à laquelle on pourrait être confronté ne ressemblerait plus du tout à ces grandes armées d'invasion qui s'affrontaient, comme pour la Première Guerre mondiale, pensez à Verdun, etc. On est plus dans des guerres aujourd'hui technologiques, mais ça fait partie des devoirs. Être juré, on vous avait mis en exemple ici, être juré, c'est une chose sur laquelle vous avez travaillé en classe de 4e, je vous rappelle, être juré en procès d'assises. Les assises jugent les crimes, la catégorie d'infraction que l'on appelle les crimes. Être juré, c'est participer au jury qui va condamner et statuer sur la condamnation et juger donc une personne mise en examen et accusée de crime. Voilà, alors certains droits sont propres à la citoyenneté française, le droit de vote, mais évidemment, il existe des droits qui sont communs à toutes les personnes, citoyennes ou non citoyennes en France, et qui donc résident sur le sol français, sont tenus à certains droits et à certains devoirs. Je parlais du devoir du respect de la loi. Toute personne qui vit en France, qui passe sur les territoires français, est dans l'obligation de respecter la loi. Donc on n'a pas besoin seulement d'être français pour respecter la loi. Certains droits sont communs à toutes les personnes qui passent sur le territoire français. Des droits sociaux, des droits économiques, des droits à la santé. On ne pourrait pas imaginer notre République qui dise vous êtes français, vous pouvez être soigné, et vous ne l'êtes pas, vous ne serez pas soigné, on va vous laisser mourir sur le bord du trottoir. D'accord ? Voilà. Donc l'acquisition de la citoyenneté française accorde principalement comme droit le droit de vote et le droit à l'éligibilité.
Dernier point, les droits européens. La France fait partie de l'Union européenne. Et en faisant partie de l'Union européenne, elle permet à ses citoyens, ipso facto, d'avoir une citoyenneté européenne. Alors cette citoyenneté européenne, elle nous paraît, enfin vous deviez sans doute ignorer que vous étiez citoyen français, citoyen européen, mais cette citoyenneté européenne, elle vous donne aussi, elle vous accorde des droits supplémentaires. Parmi ces droits, vous avez, donc là vous avez la correction, vous avez la possibilité d'être représenté par les autorités diplomatiques de n'importe quel pays membre de l'Union européenne. Je m'explique. Vous allez, je sais pas moi, au Mexique, on vous vole vos papiers d'identité, ce qui est très problématique pour justifier de votre identité dans un pays étranger. Vous êtes dans une ville où il n'y a pas de représentation diplomatique, c'est-à-dire de consulat ou d'ambassade de votre pays, c'est-à-dire de la France. Eh bien, vous êtes, pas de panique, vous pouvez chercher s'il y a une représentation diplomatique d'un autre pays membre de l'Union européenne. Admettons que vous avez un consulat d'Italie dans la ville où vous êtes, eh bien, vous pouvez vous y rendre et vous serez pris en charge comme si vous étiez un citoyen italien. D'accord? Mais ça, c'est parce que vous êtes citoyen en même temps européen, donc l'Italie faisant partie de l'Union européenne comme la France, eh bien, l'Italie vous fait profiter de cette protection diplomatique. Vous avez également l'espace Schengen. Alors, l'espace, je vais l'écrire, enfin Schengen, je ne sais pas me tromper, l'espace Schengen est un espace dans l'Union européenne qui vous permet de vous déplacer librement d'un État à un autre État membre de l'espace Schengen. Donc l'espace Schengen, je vous montre la carte. Voilà, on aura l'occasion d'y revenir quand on en parlera plus à propos de l'Union européenne. Donc voilà, vous avez ici les États membres de l'espace Schengen. Ils ne sont pas tous membres de cet espace-là, les pays de l'Union européenne. Vous en avez actuellement 22. Donc dans tous ces pays que vous avez en vert, vous pouvez vous déplacer librement d'un État à un autre. Bon, je ne parle pas de la période de confinement actuelle qui est un peu particulière en termes de contrôle des frontières, mais normalement vous pouvez vous rendre sans problème de la France à la Lituanie, par exemple, en passant les différentes frontières sans entrave. Vous avez également la possibilité, en tant que citoyen européen, vous avez la possibilité de vous présenter à des élections municipales et à des élections européennes. Admettons que vous êtes français, que vous résidez en Espagne, pour des raisons professionnelles, ça fait plusieurs mois ou plusieurs années, même maintenant que vous habitez en Espagne, vous et votre famille, et ce profil des élections municipales, eh bien figurez-vous, vous pouvez voter en tant que citoyen membre de l'Union européenne, vous pouvez voter aux élections municipales de la ville en Espagne où vous résidez. Vous pouvez même vous présenter au conseil municipal, ça n'est pas un souci. De même, vous résidez toujours en Espagne et ce profil des élections européennes, celles qui visent à élire les députés du Parlement européen, eh bien, inutile de rentrer en France pour voter, vous pouvez voter également pour des candidats au Parlement européen, des candidats espagnols. Voilà. Donc ce sont les deux exceptions, mais quand même ce sont des droits importants. Le droit de voter et d'être éligible aux élections municipales, n'importe où dans les pays de l'Union européenne, et le droit de voter ou d'être éligible aux élections européennes, au Parlement européen. Alors, tous ces droits européens, cette citoyenneté européenne a été accordée lors du traité de Maastricht, traité qui date de 1992. Voilà, je l'écris parce que là encore, cette ville belge a un nom difficile à écrire et à prononcer. Le traité de Maastricht, c'est ce traité qui accorde donc la citoyenneté européenne à tous les citoyens de l'Union européenne. Tous les citoyens, pardon, des pays membres de l'Union européenne. Voilà, je crois que j'en ai terminé avec... il m'en manque... Alors attendez, je suis un petit peu perdu. Voilà. Ben voilà, je pense que j'en ai terminé avec ces droits
et devoirs de la citoyenneté française, de la citoyenneté européenne et les méthodes d'acquisition, les 4 modes d'acquisition, hop, comme ça, les 4 modes d'acquisition de la citoyenneté française. J'espère avoir été à peu près clair. Si vous avez des questions, vous pourrez toujours y revenir lors du chat vidéo, visio, comme vous voulez, de Discord. Bon courage, à bientôt, salut. Remarquez que maintenant que vous êtes mouillé, chef, vous feriez aussi bien de vous baigner, hein, Tassard? Ah oui? Surtout que ça délasse. Me baigner, c'est quand même la guerre, les gars, faudrait pas l'oublier. Pendant qu'on est là, il y en a qui se battent. Bah oui, chef, mais on serait ailleurs, ils se battraient aussi. Moi, je suis sûr que ça vous ferait du bien. Surtout avec vos responsabilités, tout ça, hein. Justement, ma responsabilité, c'est qu'on parte. Pas qu'on se baigne. Un petit bain pour le chef, 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 un petit bain pour le chef. un petit... Qu'est-ce que vous nagez bien, chef? Oh là! Avant, je nageais mieux que ça, mais c'est toujours pareil. Ah bah dites donc, qu'est-ce qu'il vous faut, alors? Ah vous, vous êtes pas vu, hein? Oh là là! Justement, chef, pour la nage comme vous faites là, la main, c'est comme ça ou comme ça? Là, c'est la main au sifflet et vers l'extérieur. Ah, Ça va, moi, les mains, chef? Eh ben... Voilà, à demain.